Bonjour. Communion, Dark Skies, disparition, enlèvement. Hollywood n'en finit plus depuis plusieurs décennies de nous inventer toutes sortes de scénarios où l'on voit des extraterrestres enlever d'autres personnes. Et aujourd'hui, nous allons rencontrer quelqu'un de très spécial qui a travaillé sur ce type de phénomène. À tout de suite. Mon cher Nicolas, bonjour. Merci à toi d'être venu nous rendre visite par Internet et pour nous en apprendre beaucoup sur ce que nous recherchons aujourd'hui, à savoir nous instruire sur les phénomènes d'abduction, sur tous les phénomènes, on va dire, liés aux états modifiés de conscience. Donc Nicolas, Oui, tu bonjour. es, tu es psychologue Oui, clinicien. Merci à toi d'être venu. oui, merci à toi pour ton invitation, Michel. Alors, dis-moi Nicolas, comment, comment est venu cet intérêt pour les cas de personnes ayant vécu des phénomènes hors normes, non conventionnels et paranormaux, on va dire. Depuis quand est-ce que c'est venu? Comment c'est venu, comment est venu cet intérêt, cette curiosité? Oui, alors elle était là déjà depuis l'enfance, en fait, hein. Moi, j'ai grandi à la campagne, alors la campagne, voilà, j'étais intéressé par tout ça. Je vivais des expériences de spiritisme, j'étais intéressé par l'étrangeté, pas que ça, hein, mais aussi par ça. Disons, le monde est assez fascinant pour s'y intéresser. Et voilà, donc je dirais, j'ai eu cet intérêt-là depuis longtemps. Ensuite, bon, je me suis un peu plus orienté vers d'autres questions. J'ai fait ma fac de psycho. Pendant ma fac de psycho, j'ai laissé un peu plus tout ça de côté pour me centrer sur l'apprentissage de ma discipline, en fait. Cependant, quand j'ai décidé d'être thérapeute, enfin psychologue clinicien et psychothérapeute, en fait, évidemment, la question du traitement de la souffrance psychique est devenue une question plus essentielle pour moi. Et comme j'étais déjà intéressé par tout ce qui est parapsychologie, je savais que lors d'une expérience de mort imminente, une personne qui meurt et puis qui revient à la vie, disons ça comme ça, donc dans une expérience qui dure pas plus de 3 minutes, sinon le cerveau est très entamé. Donc pendant ces 2-3 minutes, la personne vivait une expérience qui la transformait profondément et durablement pour toute la vie, en résolvant tout un tas de problématiques de souffrance affective. Et du coup, en tant qu'apprenant psychologue, où j'apprenais aussi des dispositifs thérapeutiques, je voyais que ça prenait du temps, passant par le verbal, etc. Et je me disais, une expérience telle que l'expérience de mort imminente, ça change quelqu'un très, très rapidement, en fait. Et du coup, je me suis mis en recherche de qu'est-ce qui peut générer un changement aussi rapide qu'une expérience de mort imminente. Et ça m'a amené vers les états modifiés de conscience. D'accord, donc tout petit Donc, déjà, tu avais quand même une ouverture. Je veux dire, c'est quelque chose que tu as trouvé sur ton chemin, mais tu n'avais pas oublié ta curiosité enfantine sur la question, et ce que malheureusement la plupart d'entre nous faisons au fur et à mesure. Et non, finalement, donc voilà, tu as été confronté dans ta vie professionnelle à ça. oui, et puis du bon sens, parce que à un moment, quand tu es confronté à des phénomènes, simplement tu te dis, bon, le phénomène, il est devant moi, quelle explication on lui donne? Et si les explications sont pas satisfaisantes, si tu as du bon sens, tu cherches. Et moi, j'ai toujours cherché. Et quand la question thérapeutique s'est posée, j'ai cherché à être le plus efficace possible envers mes patients. Les expériences de mort imminente me montraient un truc, donc j'ai suivi la piste, et du coup, je me suis formé au système de conscience. Et c'est par ce biais-là, en fait, qu'est revenu tout l'intérêt, enfin, disons que c'est mis dans l'espace professionnel la question des expériences extraordinaires. Et là, j'ai commencé, je suis rentré à l'INRES, j'ai commencé à recevoir tout un tas de patients vivant
toute forme d'expérience, hein, que ce soit des médiums, que ce soit évidemment des expériences de mort imminente, des sorties du corps, des expériences énergétiques, des poltergeists, ce que tu veux, très très grand spectre d'expériences, jusqu'aux abductions qui, il y a 8 ans, sont arrivées sur mon chemin par Stéphane Alix, donc j'étais à l'INRES avec Stéphane Alix et puis beaucoup d'autres personnes, et Stéphane m'a branché sur la question des abductions. Et voilà, et la prise s'est faite et j'en suis plus sorti. Oui, parce que c'est là que j'ai entendu parler de toi en tant que chercheur dans le domaine de l'ovniologie entre guillemets. Et effectivement, j'ai entendu parler de toi quand tu étais à l'INRES parce que ils avaient à l'INRES un spécialiste, un psychologue qui pouvait travailler sur le sujet des abductions. Tout à l'heure, j'ai cité quelques films et dans ces films, on voit souvent l'intervention de, peut-être pas de psychologue, mais en tout cas d'hypnothérapeute pour essayer de retrouver des souvenirs cachés. Est-ce que tu es amené dans ta pratique à rencontrer des cas où les personnes peuvent effectivement réacquérir des souvenirs oubliés? Oui, oui, bien sûr. Et je pense justement qu'il faut la compétence d'un psychologue, pas pour faire revenir des souvenirs, mais pour traiter après le matériel psychique qui émerge, parce que l'hypnose forme à une technique pour générer des choses, mais après, comment tu traites les informations qui émergent de la psyché, en fait, ça, c'est tout le travail d'un psychologue. Pas que d'un psychologue, hein, parce qu'on peut vraiment avoir une recherche pluridisciplinaire, avoir le regard d'un anthropologue, avoir le regard d'un historien, enfin, vraiment avoir des regards croisés. Mais il suffit pas d'avoir une approche technique, c'est comment on traite l'information et l'ensemble des informations qui émergent de ça. Du coup, moi, j'ai mon regard de psychologue clinicien, voilà, et puis il y a d'autres qui ont d'autres perspectives encore. Est-ce que tu as eu, enfin, j'imagine que tu vas me dire oui, mais c'est pour introduire davantage le sujet, pour ça, pour, je dirais, entrer davantage dans le sujet. J'imagine que tu as dû rencontrer des patients, entre guillemets, qui avaient besoin de ton aide parce qu'ils avaient été victimes ou ils avaient fait l'expérience d'abduction. Est-ce que Oui, oui, bien sûr. Je n'ai pas quantifié le nombre de personnes, mais depuis 8 ans, là, je suis en train d'écrire un bouquin sur les abductions, justement pour rassembler l'expérience clinique de toutes ces années-là. Et j'ai une soixantaine de dossiers. En fait, j'ai constitué une soixantaine de dossiers. Mais j'ai vu plus de personnes qu'une soixantaine. Enfin, j'ai pas fait un dossier pour chacun. Mais voilà, ça donne à peu près, je dirais, moins d'une centaine, mais autour d'une centaine quand même. oui, donc ça veut dire, enfin, tu es en train de nous dire que là, bon, toi, c'est ce que tu as traité. On sait très bien que la plupart des personnes qui ont des abductions ne vont pas voir un psychologue. Elles ne pensent pas forcément qu'il s'agit d'une maladie mentale ou elles ne prennent pas forcément le temps, sans compter le fait qu'il est probable en plus qu'elles pensent qu'elles ont rêvé bon, et que le rêve va s'en aller. Mais tu es en train de nous dire en gros que voilà, il y a au moins une centaine de personnes dans notre petit pays de 65 millions et plus d'habitants qui ont vécu ce type d'abduction à notre époque, qui ont ce type d'expérience. Ah non, 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 absolument, absolument pas. Je dis que j'en ai vu, tu vois ce nombre-là, mais il y en a beaucoup plus, beaucoup, Oui, beaucoup voilà, plus. c'est ça. Il y en a beaucoup plus, mais on en a au moins une centaine. Donc, Ah oui, oui, ce qui veut dire que ces manifestations, bon, c'est bien sûr là, on est en train de faire un petit peu de la psychologie, thérapie de comptoir, puisque bon, c'est pas dans le cadre d'une recherche approfondie, mais est-ce que on peut se poser la question de savoir, et je sais que ça a été posé par d'autres, est-ce oui. qu'il pourrait s'agir d'une maladie plutôt que d'expérience manifeste? Non, alors ça non, hein. C'est-à-dire que ce que tu abordes là, c'est ce qu'on appelle nous la question du diagnostic différentiel. Ça veut dire que quand tu vas voir ton médecin et que tu as de la toux, par exemple, il va poser une hypothèse diagnostique, tu as la grippe, tu as ceci, tu as cela, et il va exclure d'autres aspects parce que les symptômes ne cadrent pas, tu vois. Donc quand on parle d'abduction, moi je dirais, enfin je dis, il y a un tableau clinique, ça veut dire qu'il y a tout un ensemble d'expériences qui font poser le mot d'abduction sur l'expérience que vit la personne, à l'exclusion d'autres formes d'expériences qui ne sont pas ça. Par exemple, ce n'est pas une psychose, ce n'est pas de la mythomanie, ce n'est pas une bouffée délirante aiguë, ce n'est pas une paralysie du sommeil, ce n'est pas un rêve lucide, ce n'est pas, tu vois, ce n'est pas, ce n'est D'accord, pas, ce n'est pas. d'accord. Et Donc, tableau qui rassemble un ensemble de signes, en fait, hein.
Éliminons la possibilité qu'il s'agisse d'une pathologie. Alors, Nicolas, compte tenu de ton écoute, l'expérience des gens que tu as reçus, peux-tu nous dire qu'est-ce que c'est qu'une abduction? Ouais. Je vais répondre à ta question. Je vais juste quand même terminer par rapport aux diagnostics différentiels en posant que quand même John Mack, qui était un psychiatre, le directeur de la chaire de psychiatrie de Harvard aux États-Unis, a démontré que l'abduction n'était pas un phénomène pathologique. Hein, du coup, ça relevait d'une expérience vécue, hein, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, c'est une expérience vécue par une personne qui peut avoir tout type de profil d'ailleurs. Hein, il n'y a pas que des personnes, je sais pas, très calibrées qui vivent des abductions. C'est tout type de personnalités qui vont vivre des abductions. Alors maintenant, je viens à définir ce que c'est. C'est une expérience de contact rapproché avec des entités aliens. Moi, je vais dire aliens plutôt qu'extraterrestres parce que en anglais, le terme alien est plus vaste quand même. Hein. C'est vraiment ce qui est étranger. C'est l'étranger par nature. Donc, une rencontre rapprochée avec une intelligence alien. En général, abduction en anglais, ça veut dire enlèvement. Donc, ça décrit une expérience d'enlèvement. Donc, on garde ce mot-là en fait par usage, mais ce mot d'enlèvement, il cadre pas forcément très très bien avec l'expérience parce que tous les abductés, donc ceux qui ont été enlevés, tous les abductés ne vivent pas un enlèvement, d'abord, et puis au cours de toute leur histoire, ils vont pas vivre seulement des rapts, ils vont vivre une variété de formes de contact en fait. Donc voilà, ça décrit classiquement donc l'enlèvement par des aliens, l'enlèvement d'humains par des aliens, en sachant que c'est une catégorie restrictive parce que c'est une des formes d'expérience. D'accord, je vois. Est-ce que le fait que tu sois psychologue clinicien et que tu sois en train de effectivement nous parler de euh, l'abduction comme étant un cas de rencontre avec des entités entre guillemets peut-être exogènes, mais en tout cas extraterrestres a priori, est-ce que c'est une position qui est tenue de la même manière dans les universités, ou est-ce que c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour la France en tout cas, qu'on ait Alors, des euh, spécialistes qui parlent comme ou ça, oui, de cette façon? je dirais pas que c'est nouveau pour la France parce que je pense pas que mes travaux aient quelque crédibilité que ce soit au niveau universitaire. Parce que la question extraterrestre n'est pas une question pour la recherche, puisque ça n'existe pas. Et puisque ça n'existe pas, enfin ça peut exister, mais très 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 loin, hein, très 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 loin de nous. Du coup, puisque le dossier OVNI n'est pas une réalité scientifique, il n'est pas considéré dans le cadre universitaire, ça ne peut pas être une question de recherche, ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'une personne qui vit des abductions, si tu veux étudier ça dans un cadre universitaire, ce sera forcément sous un angle qui n'est pas reconnaître que ce que disent ces personnes est vrai. On va le prendre sous le terme, je ne sais pas moi, de quel type de pathologie c'est, ou tu vois, on va forcément essayer de tirer l'expérience en prenant généralement un bout, parce que les études qui sont faites, alors en France, à ma connaissance, il n'y en a pas. Aux États-Unis, il y a des études qui sont faites sur l'abduction dans un cadre universitaire à la suite des travaux de John Mack. Mais il y a eu un virage sceptique après John Mack, si bien que c'est une approche qui vise à montrer que c'est autre chose que ce qu'ils disent absolument. Hein. D'accord, Donc, d'accord, si tu veux, voilà. Donc, à l'université, on n'a pas à s'attendre à ce que ce soit abordé vraiment d'accord. frontalement. Donc autant le dire tout de suite à nos auditeurs, il y en a peut-être qui vont faire des études universitaires. Si vous allez étudier la psychologie à l'université, non, on ne vous apprendra pas à, enfin je veux dire, peut-être la démarche à entreprendre pour des cas d'abduction. En tout cas, on ne parlera pas d'aliens. C'est donc une démarche personnelle. C'est toi en tant que chercheur avec les outils, ton instruction, ton expérience, ta curiosité qui fait qu'aujourd'hui tu es un petit peu devenu parmi les références en France pour ce qui concerne, je dirais, les thérapeutes
psychologue étudiant le sujet des abductions. Écoute, oui, mais pour moi, c'est une position clinique, ça veut dire que c'est vraiment une position professionnelle. Pour moi, il est absolument inadmissible qu'en tant que clinicien, on puisse prendre une autre posture qu'une posture d'écoute, d'accueil bienveillante et d'ouverture face aux expériences qu'un grand nombre de gens racontent dans le monde, et qui n'ont aucune trace de psychopathologie. C'est des gens qui sont pas fous, ils témoignent d'une expérience, ils peuvent être très gênés, hein. D'ailleurs, généralement, c'est des personnes qui en parlent pas à leur psy, hein. Moi, l'ensemble des abductés que j'ai vus, il y en a très peu, hein, qu'on en parlait à des psys, pas vraiment par peur d'être jugés, parce qu'ils avaient l'idée, qui est peut-être fausse d'ailleurs, parce que la plupart des praticiens, moi que je connais, sont plutôt des gens ouverts et pas du tout dans le jugement, hein. Mais souvent, les patients ont peur d'en parler à leur thérapeute, de peur qu'ils soient jugés fous, envoyés à l'hôpital, etc. Bon, je pense pas qu'ils le rencontrent beaucoup, mais ce qui est vrai, c'est que pour beaucoup, il y a un traumatisme qui est un traumatisme réel, et que c'est déjà difficile d'aborder une situation traumatique. Et si tu as la peur que l'autre te rejette ou te juge, tu vas pas ouvrir, hein, tu vas pas toucher cette dimension traumatique pour la partager parce que par peur d'être blessé à nouveau en fait, hein. D'accord, d'accord. Alors revenons encore une fois, tu nous as dit, je t'ai demandé qu'est-ce qu'une abduction, et tu as évoqué le mot de alien, la rencontre, l'enlèvement. Donc c'est un petit peu la définition qu'auraient donné des Américains qui sont quand même, il faut le reconnaître, les premiers à avoir véritablement ouvert une brèche, hein, dans ce domaine-là, sur la planète, officiellement je parle. Et donc tu nous as évoqué ces deux éléments-là. Est-ce que est-ce qu'il y a on va dire un cas d'abduction typique qu'on pourrait décrire, quelque chose de, j'ai envie de dire normal, bien que ça soit anormal pour la plupart d'entre nous. Est-ce qu'il y a quelque chose, voilà, est-ce qu'il y a un scénario type par exemple? Oui, un scénario-type, ouais. Bon, c'est comme toutes les expériences. Si tu me dis, décris-moi un enlèvement à Mexico, est-ce qu'il y a un scénario-type? Je te dirais, bon, bah, disons, choisissons-en un. Mais en fait, il y a tout un tas de scénarios, évidemment, hein. Alors, le scénario type, on va dire, qui va être le scénario, puis après, je vais te donner d'autres scénarios pour te montrer quelque chose. Le scénario type, ça va être la personne qui est dans son lit, elle dort en pleine nuit, tout à coup, elle est réveillée, soit elle est réveillée par une sensation, je suis plus seul dans la maison, ou il y a un bruit dans la maison qui la réveille, enfin en tout cas elle se réveille, et soit elle est paralysée tout de suite, c'est-à-dire elle se réveille et elle se sent paralysée dans son corps, et en général entourée d'êtres autour d'elle, ou alors elle se réveille, elle n'est pas encore paralysée dans son corps, puis il y a la paralysie qui arrive, et elle est entourée par des êtres d'allure donc extraterrestres qui sont autour d'elle, qui vont. Alors en général, évidemment, il y a une terreur, hein, qui est là, qui est suivie par une espèce d'arrêt de la peur, euh, avec la suggestion des êtres qui sont autour, soit qui formulent un n'aie pas peur, soit qui envoient en fait une Oui. sensation de calme en fait. Puis la personne est prélevée de son lit, souvent par lévitation, elle se sent léviter au-dessus de son lit, elle traverse la pièce, elle peut traverser le mur ou la fenêtre avec vraiment une sensation très étrange de traverser une matière qu'elle ne devrait pas traverser, mais elle se sent dans son corps, elle ne se sent pas en sortie de corps, elle se sent dans son corps, c'est comme s'il y a une dématérialisation en quelque sorte partielle. Elle traverse, puis elle va se retrouver dans un espace qu'elle interprète comme étant l'intérieur d'un vaisseau, qui est généralement assez épuré, lumineux, assez médical, on pourrait dire, dans son apparence, aseptisé, entouré par les êtres qui vont faire des manipulations médicales sur son corps. Oui. Euh, euh, voilà. Ensuite, il peut y avoir parfois des transmissions d'informations particulières. Tout ça, c'est des exceptions. Enfin, tu vois, je te disais, c'est un scénario type un peu. Oui. Puis elle va être ramenée dans son lit. Alors, dans ce schéma-là, dans ce schéma-là,
Souvent, il y a une perte de conscience qui arrive à un moment. La personne peut se souvenir juste du début de l'expérience, puis perdre conscience et se retrouver dans son lit le lendemain, avec des marques sur le corps, par exemple, ou des choses particulières, ou une empreinte émotionnelle. Hein, ça veut dire être complètement choqué par ce qui lui est arrivé. Oui, parce Euh, que ce que tu viens de dire, en fait, d'introduire là, c'est que ces personnes, elles n'ont pas seulement des souvenirs mémoriels, elles ont des marques dans le corps qui sont un autre type de souvenirs. Elles ont des cicatrices parfois, hein, Tout comme à fait. si on avait ouvert un de leurs membres ou des Ouais. fois ou ailleurs, et puis qu'on avait pu le refermer, et le cicatriser et tout ça dans la nuit. Hein, il y a ce genre de choses. Ah oui, il y a même des fois c'est pas toujours une incision. Je me souviens d'un monsieur c'était un carré de peau, un gros carré de peau qui avait été retiré, en fait, en forme de losange, qui était complètement cautérisé. Hein. Ça veut dire qu'il y avait pas du tout de, de sang, de croûte, voilà, entre la nuit et le lendemain. Voilà, tu as ça. Après, ce scénario-là, il a beaucoup de ramifications différentes. La personne peut être réveillée, aller se coucher, puis souvent c'est quand même dans le lit, mais sans être du tout endormi. Tu vois, c'est pas du tout endormi et la scène se produit. Ça peut être dans sa voiture, elle se promène en voiture, et puis tout à coup il y a une vision d'ovni, où il y a quelque chose de bizarre sur la route, par exemple un animal étrange, ou une scène un peu bizarre, et puis tout à coup, on bascule dans autre chose, et puis il y a une scène d'abduction, en fait. Oui, parce Voilà, que, donc une de, toute petite parenthèse, en fait, on a remarqué en ovniologie qu'un certain nombre d'abductions, des fois, se recoupaient avec des observations ovni faites par un tiers. C'est-à-dire que la personne disait j'ai été abducté, mais en fait, le même soir, observé d'un autre angle, un ovni était apparu à l'endroit où elle avait été abductée et ça avait été observé par quelqu'un. Donc, je dis ça parce que tu viens d'évoquer le mot ovni, hein. Ah ouais. tout à fait. Et puis parfois, il y a des abductions qui mobilisent toute une famille entière. Ça veut dire qu'ils vivent en même temps, tous en même temps vivent l'abduction, en fait. Des fois, il y a un tiers qui peut être témoin. Bon, il y a une très grande variabilité d'expérience après, hein. Ah, avant d'approfondir encore l'abduction, parce que je vois des endroits où se faufiler pour te poser des petites questions pour approfondir. Avant d'aller plus loin, je voudrais te demander, est-ce que tu peux terminer en fait le scénario type que tu as commencé? Donc les gens se font abducter, ils reviennent, il se passe quelque chose, ils ont l'impression d'avoir été opérés. Est-ce qu'on peut aller plus loin encore? Bah, après, dans l'après-coup, tu veux dire de l'après-coup de l'expérience? Toujours dans le scénario type, parfois, par exemple, sur le premier, une des abductions les plus célèbres, qui est celle de Betty et Barney Hill, on voit que ces gens-là entrent en discussion avec leur kidnappeur, entre guillemets. Oui, Ils entrent en discussion complètement. à un moment. Alors, je pense que tu as dû rencontrer des cas aussi comme ça, non? Oui, maintenant souvent, alors moi j'ai rencontré en tout cas quelques cas où c'est ça, les personnes sont rentrées dans l'expérience par le dialogue et pas par des rapts. C'est-à-dire il n'y a pas eu de rapt, c'est plutôt des formes de contact en fait. Et tu as aussi pour ceux avec lesquels il y a des échanges d'informations dans mon expérience, ça va plutôt être sur un scénario évolutif. Ça veut dire qu'au départ il y a du rapt et petit à petit il y a un changement en fait dans la, dans le scénario, et puis il va y avoir un C'est-à-dire, début de changement changement. dans le scénario, tu veux dire que... Parce que, bon, on s'aperçoit que sur les abductions, par exemple, ils reviennent souvent, les abductions, première abduction, puis après, il y en a une deuxième, puis une troisième. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, ça s'appelle plus des abductions parce que les gens sont d'accord. C'est bien ce que tu dis ou tu dis autre chose encore? Non, pas forcément, parce que il peut y avoir vraiment d'autres formes de contact. Je te donne un exemple. Euh, une femme qui a vécu plusieurs abductions et qui un jour, elle me dit, voilà, je vais à mon travail. Elle a un cabinet libéral. Elle allait en voiture à son cabinet. Et puis sur la route le matin, donc elle roule, et puis elle voit, je ne me rappelle plus là s'il y avait les un ou deux ovnis, enfin peu importe, au moins un on va dire, qui est en face d'elle, qui s'avance en face d'elle, et puis c'est tout ce dont elle se souvient. Elle arrive à son travail, je ne me rappelle plus s'il y avait un temps manquant ou pas, mais bon, peu importe. Euh, voilà, puis elle fait sa journée, elle sent un peu mécanique en arrivant, tout ça, mais voilà, elle fait sa journée. Et puis, elle avait oublié cette question de l'OVNI. Elle rentre à la maison, oubliée, pas oubliée au sens d'amnésie, hein, elle s'en souvenait, mais oubliée de trouver ça intéressant.
C'est plutôt ça, oublier de trouver ça intéressant. Alors, à la maison, son mari est passionné d'OVNI, parce qu'ils vivent tous les deux des expériences et souvent bah, ils se racontent évidemment, hein. Et elle lui en parle pas pendant 15 jours, parce qu'elle oublie de trouver ça intéressant. Et tout à coup, elle se souvient consciemment vraiment de ce qui lui est arrivé. Et là, elle en parle à son mari qui dit quoi, si t'est arrivé ça il y a 15 jours, hein, voilà. Elle raconte ça, voilà. Puis moi, quand elle m'en parle, elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Elle pensait à une abduction, et puis on fait une séance d'hypnose régressive, on revient à cet endroit-là. Et bon, c'est toujours qu'une hypothèse, hein, ce qu'on trouve dans les hypnoses régressives, on peut jamais dire c'est ça, c'est vraiment ce que tu as trouvé, c'est pas évident d'être sûr. Mais pour elle, par exemple, ce qu'elle a trouvé, c'est que l'OVNI s'est stationné au-dessus d'elle, elle a arrêté son véhicule, elle est descendue de la voiture, il était en suspension au-dessus d'elle, en fait, et tout à coup, elle a ressenti un téléchargement d'informations en elle, et puis l'OVNI est parti, elle est restée sonnée, en fait, sous le coup d'une espèce de sensation d'information à l'intérieur d'elle. Et puis, elle est remontée dans sa voiture, elle a continué dans un état un peu hébété, finalement, jusqu'à ce qu'elle arrive à son travail, etc., etc. Donc, par exemple, ça, tu vois, c'est une forme d'expérience où il n'y a pas de rapt. Oui. Elle Mais n'est pas par contre, raptée. est-ce qu'il n'y aurait pas eu une suggestion de ne pas trouver ça intéressant? Oui, ça, on peut penser, hein, on peut le penser, soit une suggestion, soit une, euh, Parce que, une bon, forme je veux dire, de, c'est une dame, bon, tu dis, elle était peut-être infirmière ou quelque chose comme ça. Bon, elle a fait des études, tu vois ce que je veux dire? Elle manque pas de capacité intellectuelle, visiblement. Pas trouver intéressant de vivre une expérience comme ça ressemble à un automatisme imposé ou à quelque chose de cet ordre-là. Oui, oui, mais oui, oui, ça c'est clair. Oui, c'est clair que c'est quelque chose qui n'est pas spontané, hein. Les ovnis l'intéressent, etc. Enfin, vivre une expérience comme ça, c'est assez fort pour avoir envie de le partager, en fait. Et là, ne pas trouver ça intéressant, pas au sens intellectuel du terme, hein, c'est-à-dire oublier de s'y intéresser, c'est plutôt ça. Oublier de s'intéresser à ce truc-là, tu vois, c'est ça que je veux dire, hein. D'accord. Du coup, on sait qu'elle l'a vécu, mais elle n'y pense plus, comme si c'était vraiment une anecdote passagère, en fait, hein. Voilà. Donc oui, oui, on peut penser qu'il y a une dimension suggestive, et c'est pour pointer, par exemple, une forme d'expérience, bon, tu as tout un tas d'autres formes d'expérience, mais qui ne relèvent pas de l'abduction, à proprement parler. Parfois, tu peux avoir aussi, comme une autre femme à qui je pense, elle, la nuit, elle a une semi-matérialisation d'un être qui vient comme sous une forme d'hologramme, en quelque sorte, se manifester à elle et lui parler. Il lui dit, je ne me matérialise pas complètement parce que tu ne pourrais pas supporter ça. Tu ne pourrais pas le supporter en termes, ce qu'elle me dit, ce qu'elle ressent, c'est comme en termes vibratoires, comme s'il y avait une puissance trop importante. Voilà. C'est une personne qui n'est pas psychotique, hein, je Oui, précise. tu précises, oui. C'est-à-dire que c'est pas une hallucination, c'est pas un délire de sa part, etc. Elle est pas délirante, elle n'est pas hallucinée, elle n'est pas psychotique, elle a un recul critique sur ce qu'elle dit, elle a de l'humour, elle sait que tu vas la trouver folle en disant ça, mais c'est ce qu'elle vit, voilà. Et les informations qu'elle a, non seulement sont très intéressantes, mais par exemple, 2 mois ou un mois, je ne me rappelle plus, avant le survol des centrales nucléaires, par les drones, entre guillemets, hein, je sais plus, il y a quoi, il y a 3 ans, 4 ans, quelque chose comme Oui, ça, 4 ans peut-être, oui. genre, hein. Et il lui avait 5 donné ans. l'information qu'il ferait quelque chose, je ne sais plus exactement la manière dont il lui avait dit, hein, mais il ferait quelque chose autour des centrales nucléaires pour attirer l'attention sur le fait qu'il fallait arrêter le nucléaire. Et 1 ou 2 mois plus tard, il y a ce fameux survol sur toutes les centrales de France et de Belgique, hein, je crois, jusqu'à la Belgique. Voilà, donc puis elle Oui, avait il dit y a eu des, je sais plus, je crois que c'est des centaines de survols en fait, parce que, ou en tout cas une centaine de survols c'est sûr, parce qu'il y en avait eu au mois de décembre, je m'en rappelle, et au mois de janvier on avait comptabilisé une centaine de survols sur toute la France. Bon, hum, on va passer hum. l'annonce officielle parce que, enfin les annonces officielles d'EDF mais bon, c'est pas l'objet de notre rencontre. Je me demandais les rencontres que font ces gens. Une question peut-être un peu difficile, je ne sais pas. Dis-moi, Nicolas, qu'est-ce qui te laisse supposer qu'elles sont réelles?
Oui, ça c'est une très bonne question. Il y a plusieurs niveaux de réponse en fait. Le premier niveau de réponse, il accueille basiquement le fait que nous cartographions le monde entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Et que cette cartographie-là, nous, en tant qu'occidentaux, elle nous semble vraie, c'est-à-dire c'est matériel, hein, c'est réel, ou alors c'est fantasmatique, c'est dans l'imaginaire, tes rêves, c'est dans tes rêves, quoi, dans ta vie psychique. Et cette catégorisation-là, on y croit dur comme fer en Occident. On croit que la réalité est vraiment faite comme ça. Et si tu regardes pas la réalité comme ça, eh ben, tu as un problème. Hein. Depuis l'ère des Lumières, d'ailleurs, tu es soit dans l'obscurantisme qui ne fait pas la séparation, soit t'es dans le rationnel qui découpe Oui. le psychique, en fait. Bon, on va garder cette cartographie-là d'abord pour répondre à ta question, et après, il faudra la déconstruire. Parce que, d'abord, ça ne fait pas du tout unanimité dans toutes les cultures, hein, je rappelle. Et puis, pour ce qui est des abductions, comme tout un autre d'autres formes d'expérience, ça nous montre que ce n'est pas possible de garder cette catégorisation-là du réel. C'est celle-là qui nous pose problème et qui crée une impasse pour pouvoir comprendre le monde dans lequel on vit, en fait. Alors, mais je commence par répondre donc au niveau basique de basique, je garde ce clivage-là. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est réel? Eh bien, toutes les preuves matérielles qui vont se manifester autour du témoignage de la personne. S'il y a juste le témoignage d'une personne, bon, c'est difficile de trancher. Est-ce que son expérience, bon, elle a dit que... Enfin, non, d'ailleurs, même s'il n'y a que son témoignage, le fait que cette personne ait un syndrome de stress post-traumatique, c'est difficile hein, de se créer tout seul un syndrome de stress post-traumatique. Deuxième, c'est pas possible d'ailleurs de se créer seul un syndrome de stress post-traumatique. Deuxième point, c'est l'absence de psychopathologie. C'est-à-dire une personne qui n'a pas de psychopathologie et qui a un syndrome de stress post-traumatique, qui raconte une expérience qu'elle trouve elle-même folle, mais elle ne peut pas dire autrement parce que c'est ce qu'elle a vécu. Oui, Donc donc là, on ne peut pas effectivement distinguer en fait cette expérience-là d'une expérience habituelle de la réalité. Donc parce que les symptômes sont les mêmes finalement. jusque preuve du contraire, tu ne peux pas te traumatiser avec ton imaginaire. Mhm. C'est-à-dire que D'accord? Je s'il dis lui bien. était arrivé un accident de voiture, ça l'aurait affecté émotionnellement, elle aurait été dans la même posture que ce qui vient de lui arriver, quoi, on va dire. Ah, il y a des travaux qui ont été faits qui ont montré que les abductés ont le même niveau de traumatisme que les Voilà, vétérans du Vietnam, je crois. voilà, oui, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire, oui. Oui. Donc la dimension traumatique, elle est même mesurable. Hein, si tu fais un IRM à quelqu'un qui a un syndrome de stress post-traumatique, c'est cliniquement d'abord repérable, parce que les symptômes très repérables. D'autre part, tu peux le voir à l'IRM, parce que je crois que, je ne sais plus quel est le noyau cérébral, je crois que c'est le thalamus, je crois, mais je suis plus sûr de tout, qui est en hyperactivation quand tu es en syndrome de stress post-traumatique. Donc ça ne s'invente pas. Donc ça, en tout cas, les éléments cliniques. Mais on pourrait tout à fait relier ça, pourquoi pas, à d'autres choses. Maintenant, tu as des traces corporelles, tu as la présence de témoins qui ont pu attester le phénomène, notamment des ovnis autour de la maison, des observations d'ovnis croisés avec d'autres personnes. Tu as souvent Oui. des précédents familiaux, ça veut dire que la personne n'est pas seule à faire part de ce type d'expérience, un parent, un proche vit la même chose. Voilà, ça fait partie de quelques éléments. Il y a des signes un peu secondaires. Par exemple, je sais, enfin, puisque je m'intéresse dans le cadre de mon étude aussi aux abductions, je sais que en général, quand une personne est abductée, eh bien, il n'y a aucun témoin qui raconte l'avoir vue avec elle ou l'avoir vue à un certain endroit. C'est-à-dire que les gens ne la voient pas à l'heure où elle prétend avoir été abductée. Donc, c'est secondaire, mais je veux dire, voilà, si quelqu'un dit qu'il l'a vue, ça ne peut pas marcher. Mais là, personne Oui, dit l'avoir vue. tu as raison. Alors après, il y a ce qui vient foutre le bazar, parce que je t'ai dit, on accepte d'abord la catégorie réelle, imaginaire, et ensuite, quand tu rentres dans la thématique ufologique ou dans d'autres thématiques d'expérience extraordinaire, tu te rends compte que cette catégorisation-là, t'as un peu du mal, enfin, elle te pose problème, en fait, pour comprendre l'expérience. Par exemple, je donne un exemple, dans l'étude des abductions, il y a les travaux de quelqu'un qui s'appelle Rick Strassman, qui est neuropsychiatre, je crois,
et qui a injecté de la DMT à ses patients dans un cadre de recherche sur la DMT. La DMT étant une substance psychédélique, qui est la molécule active de la plante de l'ayahuasca, qui est une plante psychotrope. Bon, il injecte de la DMT pure à ces sujets, parce que ce pas des patients, c'est des sujets d'expérience. Et une partie de ces sujets vont vivre des expériences tout à fait assimilables à des abductions, alors qu'ils restent allongés sur une table dans un contexte expérimental, on leur injecte de la DMT et boum, ils vivent une expérience d'abduction pour une partie d'entre eux, pas tout ça. Et ils vont revenir avec le même témoignage qu'un abducté. Quand ce sont des personnes qui sont très habituées aux psychédéliques, que ce soit du LSD, MDMA, psilocybine, ce que tu veux, en fait, kétamine, tout ce que tu veux, quand ils vivent l'expérience d'abduction, avec la DMT, ils reviennent avec la conviction inébranlable que ce qu'ils ont vécu est différent des autres formes d'expériences psychédéliques qu'ils ont vécues. Ils attestent que le contact était réel. D'accord. Sans pouvoir eux-mêmes expliquer pourquoi ce contact se fait à l'intérieur d'eux-mêmes. Eux-mêmes disent, bah, je me serais toujours attendu que le contact se fasse à l'extérieur, je vois un ovni, on m'enlève, etc. Et là, je suis bien conscient qu'on m'a fait une piqûre de DMT, que l'expérience était endogène, interne, hein, mais que je ne peux pas douter de la réalité d'un contact avec une intelligence extraterrestre et un contact physique, alors même que je sais que ça s'est passé dans mon monde interne. D'accord? Oui. Et quand on accueille cette expérience comme ça, qui croise avec tout un tas d'expériences, hein, c'est pas juste les travaux de Strassman, hein, il y a tout un tas d'autres faisceaux d'observation qui nous disent que des rencontres avec d'autres peuvent se produire à l'intérieur de soi. Regarde par exemple les contacts de défunts alors que tu rêves. Tu rêves, tu es censé être à l'intérieur de ton monde personnel, et pourtant tu as des rencontres avec un défunt qui se passent. Mais on pourrait en citer d'autres, notamment dans le chamanisme, enfin bref. Oui. Du coup, là, tu vois que la catégorisation entre ce qui est réel, extérieur, matériel, donc exogène, hein, extérieur, et ce qui est interne, endogène, psychique, cette catégorisation-là ne tient plus. Comment tu peux expliquer une rencontre avec quelqu'un d'autre à l'intérieur de toi? Tu vois? Donc là, ça commence déjà à un peu vriller nos cartes. Évidemment, tu vas dire bah non, bah, c'est facile, c'est délirant, juste ils surinterprètent leur expérience. Puis voilà, du coup, ça te permet de maintenir ta carte en place et puis de rien bouger malgré les observations d'OVNI, malgré les traces sur le corps, malgré les sensations dans la maison, malgré le syndrome de stress post-traumatique, malgré tout un tas de trucs. Donc, si tu veux, la cartographie, si tu veux, pose problème. Or, la science s'appuie sur cette cartographie puisque toute la méthodologie scientifique vise à objectiver. On veut rendre objectif l'objet qu'on étudie. Or, quand tu arrives dans des expériences où l'endogène et l'exogène sont une catégorisation qui pose problème parce qu'il y a des territoires hybrides d'expérience, on pourrait dire, bah là, la science va devoir inventer des nouveaux outils et peut-être des nouveaux croisements, des nouvelles disciplines qui ouvrent un peu plus le champ réflexif qu'une simple objectivation. Tu me suis? Oui. C'est pas trop compliqué? C'est un peu abstrait, mais c'est pas grave. On va revenir à des choses qui sont plus faciles. Mais bon, je comprends. Est-ce que ce que représente la réalité, c'est pas évident non plus effectivement d'arriver à distinguer entre le rêve et la réalité. D'autant que je vais te redonner un exemple concret, si tu veux bien. Oui. C'est une personne qui vit une expérience d'abduction avec un témoin à côté qui la voit en train de dormir. Oui. Et de... D'accord? Bah, si tu gardes ta catégorisation réelle imaginaire, le premier truc que tu vas dire, c'est un cauchemar, et puis voilà, hein, c'est tout. Hein, c'est une expérience de cauchemar. Tout ce qu'elle me rapporte, ce sont des expériences de cauchemar. Elle revient et te rapporte une expérience d'abduction qui l'a choquée, traumatisée, et qu'elle met sur le même plan d'autres expériences d'abduction qu'elle a pu vivre avec toute la catégorie OVNI, trace sur le corps, enfin, je veux dire, toute
toute la phénoménologie ovni autour, avec des témoins, etc., avec tout un tas de formes d'expérience qui se passent aussi sur la scène extérieure, avec vraiment des rencontres, des ovnis, etc., des traces sur le corps, ce que tu veux, et aussi des expériences de rencontres à l'intérieur, des expériences endogènes, mais que la personne, bon, elle se rend compte que c'est pas la même expérience, hein, même peut-être pas le même plan de rencontre, on pourrait dire, mais c'est aussi un plan de rencontre, tu vois? Du coup, forcément, on est obligé de dire, alors si la rencontre peut aussi se placer sur le territoire que nous, on appelle psychique, alors il va falloir sacrément se poser des questions sur comment on considère qu'est construite la réalité, quoi. D'accord. C'est quand même une question qui est quand même difficile, hein. C'est pour ça que la façon de répondre est pas évidente. Je voudrais revenir encore une fois et élargir un peu notre connaissance des abductions. Je ne sais pas si l'expérience t'a amené éventuellement à avoir comment dire, des descriptions sur euh, sur le déroulement des abductions. Tout à l'heure, tu nous as dit certaines choses, mais euh, je t'ai répondu tout à l'heure, des fois, il y a des échanges avec ces êtres-là. Les gens qui prétendent avoir été abductés prétendent aussi voilà, avoir eu des échanges. Qu'est-ce qu'ils disent, en fait, ces gens-là? Est-ce que c'est toujours un peu le même scénario? Ils nous avertissent contre l'écologie, contre le nucléaire, contre tout un tas de trucs, ou pour tout un tas de trucs. Est-ce que de quoi ça parle? Moi, je dirais, il y a deux niveaux. J'aime bien hein, la complexité, mais c'est une réalité. Il y a deux niveaux, je pense, de messages. Le premier, c'est le message explicite, on pourrait dire. Ça veut dire qu'est-ce qu'ils transmettent explicitement hein, comme message et que je peux te raconter. Et le deuxième, je pourrais dire que c'est le message implicite, c'est-à-dire ce qui n'est pas dit, hein, explicité, mais la manière dont ils impactent les expérienceurs. Ouais. C'est-à-dire que la manière dont les expérienceurs, ce qu'on appelle les abductés, sont impactés par l'expérience. Et comment ils vont passer du traumatisme, hein, je parlais du traumatisme tout à l'heure, mais comment progressivement, avec le temps, il va y avoir une dimension initiatique, d'éveil psychospirituel qui va se décliner pour eux dans leur vie avec élargissement de conscience, éveil à d'autres plans de réalité, etc. Pour moi, c'est aussi un message, ça. C'est pas un message explicite en disant ils nous disent quelque chose, mais ils nous montrent quelque chose. D'accord. Euh, Après, pour ce qui est de ce que tu disais, c'est-à-dire les messages explicites avec vraiment la menace écologique, le nucléaire, etc., ce sont des messages qui sont redondants, en fait, c'est-à-dire qui reviennent régulièrement et qui sont là depuis plusieurs décennies, hein, ces avertissements-là. Et bah, c'est ce qui est en train de se passer, hein. C'est-à-dire que c'est des avertissements qui sont urgents, hein, ce que nous disent les collapsologues, est-ce que nous disent les, les abductés et ces êtres depuis un moment, plusieurs décennies, ça veut dire que nous sommes devenus dangereux pour notre biosphère et qu'il est urgentissime de redresser la barre. Oui. Euh, Tout à l'heure, on parlait d'un cas qu'on n'a pas, qu'on diffuse pas là, un cas d'enlèvement qui a eu lieu, je crois, au Zimbabwe, c'est ça? Euh, et sur lequel John Mack est intervenu après ce cas-là, une école qui aurait été d'abord survolée, et puis il y aurait eu un atterrissage. C'était au Zimbabwe, c'est ça, hein, je crois, hein. Ouais. Et donc, bon, l'histoire c'est ça. Ça s'est passé durant la récréation des enfants qui sont en primaire. Un engin a atterri, des aides sont sorties, les professeurs étaient en réunion au même moment. Les enfants se sont dirigés vers cet engin qui atterrissait. Un être est sorti qui était un être de type petit gris comme on en voit dans les films, avec des grands yeux, etc. Et les enfants ont couru, certains ont été effrayés, ils ont tous couru en même temps vers les professeurs, ils avaient peur, les professeurs sont sortis, bon, l'engin était parti. Et alors là où je voudrais nous emmener, c'est que certains enfants interrogés par John Mack, donc, qui est psychiatre américain à l'époque, bon, il est décédé aujourd'hui, mais donc c'est un des messieurs qui était professeur à Harvard et qui a beaucoup travaillé sur le sujet OVNI. Et John Mack les interviewe et
certains des enfants racontent comme ça que ces êtres-là avaient l'air de les juger. Comme si voilà, c'était à cause d'eux que la situation écologique allait se détériorer ou était détériorée. C'est-à-dire que nous, quand on s'adresse à nous individuellement, on le prend toujours comme un message adressé à l'individualité et non pas au collectif derrière nous, quoi, hein. Donc, mais là, ça avait l'air un peu différent. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça peut... Là, je suis en peine de te répondre, Oui, parce que je ne sais pas si c'est que les enfants se sont jugés eux-mêmes oui, face aux images qu'ils recevaient, parce que le contact se fait enfin, moi j'aime bien parler télépathie. d'intrication psychique, je préfère Oui, parler d'intrication psychique que d'accord. mais donc un contact comme ça, par télépathie, gardons ça, où l'enfant ou l'expérienceur va recevoir en fait un- une impression sensorielle qui va après se transformer en image à l'intérieur de lui, en compréhension. Et les enfants voyaient des scènes en fait de nature qui s'effondrent, etc. ça. Et je me souviens d'une petite fille dans une des vidéos qui dit: Je me suis senti très sale. Je me suis Oui, senti sale. Qu'elle disait ça, je exactement. suis pas sûr. Est-ce que c'est elle qui surimprime ça, un sentiment de faute, ou est-ce que c'est eux qui envoient ça? Là, je sais pas, hein. Je sais pas. J'ai, moi, le sentiment qu'il y a une neutralité, en fait. C'est-à-dire une neutralité émotionnelle. Ce qui est décrit par les expérienceurs, c'est quand même généralement une sorte de neutralité émotionnelle de la part des aliens. Je rappelle que moi j'aime bien ce mot-là parce il est plus large. Euh, et voilà, du coup, le jugement, j'ai le sentiment que c'est plutôt une dimension terrestre. C'est un peu comme une espèce de diagnostic, hein, comme si le médecin il vient et te dit, voilà, vous avez un cancer, hein, il pose le diagnostic. Il y a une sorte de neutralité clinique. Et de la même manière, ils arrivent, ils disent, vous avez un cancer terrestre, en fait, hein, vous vous comportez comme un cancer terrestre, en quelque sorte, hein, vous avez une relation parasitaire avec votre écosystème et il nous montre ça et vous allez aller dans le mur. Voilà, et je ne suis pas sûr qu'il y ait du jugement avec ça. Moi, je pense que c'est plutôt nous ensuite qui mettons du jugement, alors qu'on devrait mettre plutôt une action, c'est-à-dire prendre la responsabilité de ça. C'est vrai, nous nous comportons collectivement de manière parasitaire et il est urgent qu'on arrête de faire ça. D'accord, C'est pas d'accord. Non, c'est possible, mais c'est vrai que c'est un petit peu étonnant parce que c'était des enfants, c'était d'abord des enfants, tu vois. Peut-être même ils étaient en maternelle ou au primaire, tu vois. Et on sait bien qu'à cet âge-là, est-ce qu'on peut vraiment représenter l'humanité? On est ce qu'il y a de plus vulnérable. Est-ce qu'on peut nous mettre sur les épaules ce genre de choses? Est-ce que soi-même, on peut se mettre sur les épaules ce que derrière nous, toute notre espèce a fait? Est-ce qu'on a une idée de ce que c'est que notre espèce? Pour ça, enfin, il y a beaucoup de questions comme ça qui... Moi, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue avec le sujet OVNI Oui, que nous sommes toujours dans des communications. Ça veut dire que ces êtres-là, euh, ne- les contacts qu'ils font, ce sont des communications. Ça veut dire que là, on devrait nous se questionner, c'est pourquoi ils ont choisi d'intervenir au Zimbabwe auprès d'enfants pour pouvoir communiquer quelque chose à une communauté plus vaste, en fait, hein. Moi, je pose l'idée parce que voilà, c'est plus difficile de rendre caduques des témoignages de nombreux enfants, en plus dans une culture qui n'est pas baignée par la culture américaine, etc. Moi, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'ils viennent pour viser des enfants, enfin peut-être que si, hein, et échanger, mais je crois, moi, que quand on regarde le dossier OVNI, il y a une maîtrise, en fait, de leur lieu d'observation et de l'impact aussi que va avoir de proche en proche, en fait, Parce que aussi la façon dont les choses sont faites, on pourrait avoir l'impression, on peut, hein, en tant qu'observateur extérieur, on pourrait avoir l'impression que quand ils s'adressent à nous et qu'on se retrouve dans cette position de se sentir sale parce que derrière nous, l'écologie, ça va mal, il y a des guerres, il y a la famine, il y a l'égoïsme, il y a l'économie. Bon, on pourrait avoir l'impression que il s'adresse à nous en tant que quelque part ambassadeur d'un collectif plus évolué, plus avancé,
à nous, ambassadeurs d'un collectif moins avancé et finalement très primitif, quoi. On pourrait avoir un peu cette impression, hein, parce qu'on a l'impression que ce sont deux ambassadeurs qui se parlent. Oui, mais votre pays fait ça, oui, mais ceci, cela, machin. Alors que bon, l'ambassadeur à lui-même, c'est pas lui qui a sali toute la planète. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, tu vois ce que je veux dire. Bon, J'ai le sentiment qu'on est face à une transmission d'informations par imprégnation. C'est-à-dire que je le dis là, je le dis là, et j'imprègne la conscience collective, en fait, d'un champ d'information qui monte dans la conscience collective, puisque les annonces officielles n'imprègnent pas. C'est-à-dire que de nombreux intellectuels, écologues, ce que tu veux, viennent sur les plateaux de télé dire attention à la nature, etc. Ça ne suffit pas, en fait. C'est-à-dire que c'est l'annonce officielle, ça ne change pas les comportements, oui. là où une imprégnation collective peut-être a plus de chances de faire monter voilà, une conscience et un changement dans les comportements. C'est une autre hypothèse, hein. Tu as le sentiment que ce qu'ils ont fait, parce qu'on parle quand même aux États-Unis, je ne sais pas ce que représentent ces chiffres, mais ça paraît démentiel. Il y a des statistiques qui parlent des fois qui évoquent la possibilité que des millions de gens aient été abductés, par exemple, hein. Tu penses que ce qu'ils font a quand même, par exemple, un impact dans le domaine de l'écologie ou autre? Je parle de l'écologie, hein, par exemple. Tu penses Bah, que quand ça a tu un impact? regardes en tout cas, ça a un impact sur les expérienceurs eux-mêmes, hein. Les abductés développent une très grande sensibilité écologique Oui, vraiment c'est au vrai. sens large. On va dire d'écologie du vivant, d'écologie relationnelle, d'écologie humaine, ça veut dire une grande sensibilité. Euh, un individu n'est jamais isolé, hein. Enfin, ça arrive que des gens soient isolés, mais je veux dire, un individu, il est pris dans un écosystème familial, Oui, amical, oui, 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 bien sûr, social, professionnel, bon. évidemment, donc il fait, tu vois, il y a une onde de choc, on pourrait dire, affective autour de lui, hein. Oui, oui, oui. Euh, donc je pense, moi, que oui, il y a une imprégnation quand même qui se fait. Elle est sous-marine, sans doute, mais ponctuelle, je ne sais pas, c'est difficile à mesurer, c'est difficile de mesurer l'impact, mais en tout cas, elle est là. Oui. D'accord, d'accord. Bon, eh ben, écoute, c'est intéressant. Moi, je suis un peu sur ma réserve par rapport à cette répétition des un peu toujours les mêmes thèmes. Mais bon, je sais que parfois ça parle d'autre chose et même parfois il y a des intonations un peu spirituelles. J'aimerais te demander, mon cher Nicolas, euh, as-tu vécu toi-même, compte tenu de ces expérimentations avec des personnes qui avaient vécu des abductions, peut-être as-tu vécu des relations un peu collatérales? Parce que l'autre jour, on parlait d'une personne qui s'appelait Dolores Cannon, qui donc a démarré l'hypnose, je crois, dans les années 50, peut-être 40 même. Elle employait l'hypnose dans le domaine thérapeutique. Au départ, c'était pour la Navy, si je me rappelle bien. Et puis, progressivement, elle s'est retrouvée à un moment donné avec des gens qui avaient vécu des observations ovnis. Puis, elle a développé dans ce domaine-là. Et c'est passé un autre truc plus tard. Je fais très vite. C'est que des gens qui avaient vécu des abductions euh, pouvaient, sous hypnose, rester en contact avec les personnes qui les ont abductés. Et en fait, c'est là où ça a été beaucoup plus loin, c'est que finalement, non seulement ils pouvaient rester en contact, mais que Dolores Cannon elle-même est entrée en contact avec ces gens-là. Est-ce que toi, en tant qu'hypnothérapeute, peut-être tu as eu des résonances, des échos là-dessus, ou quelque chose d'approchant ou... Alors, c'est une question pas si simple, hein. Euh, donc, oui, moi, c'est une démarche personnelle aussi, hein, d'essayer d'ouvrir ce champ-là parce que ce que moi je conclus, disons, c'est jamais une conclusion fermée, c'est une conclusion ouverte, mais c'est une conclusion quand même, c'est que toute la question qu'amènent les abductions, le sujet ovni, etc., c'est la dimension du processus de contact avec, enfin pas seulement de contact, mais d'abord le processus de conscientisation que nous ne sommes pas seuls sur une petite planète dans un autre soi d'humain,
mais que nous sommes sur une planète parmi toute une constellation de vie, de conscience, de civilisation, sur tout un tas de plans en fait, de conscience d'ailleurs qui existent. Donc c'est notre processus à nous d'ouverture et de contact en fait dont il s'agit, collectivement et évidemment individuellement. Donc moi, quand je suis psychoclinicien, que j'accompagne les personnes ou que je suis thérapeute dans un accompagnement, c'est une chose. Et après, dans mon processus personnel, oui, ça m'est arrivé de vivre des expériences de contact en état modifié de conscience. Voilà, mais c'est un processus en cours. Je vais rester ludique sur, sur cette question. Mais voilà, mais sinon, pas plus que ça encore. J'attends de voir un ovni, vraiment, mais c'est pas encore le cas. Je crois que je partage la même frustration que John Mack, qui était désespéré de ne rien vivre alors que les choses se passaient tout autour de lui. Voilà, moi, je suis pas en reste et en attente, du coup, je vis des choses. Mais voilà, je n'irai pas plus loin que ça. D'accord. Non, parce que bon, on a parlé d'hypnose. L'hypnose, ça veut dire les états modifiés de la conscience. Bon, il n'y a pas que l'hypnose qui permet d'accéder à ces états modifiés de la conscience. La simple relaxation, la prise de substances peut permettre d'aller dans ce sens-là aussi. Donc, je me dis que... Pardon? Tu sais, sur la prise de substance et les états modifiés de conscience, il y a Timothy Leary qui disait se priver des psychédéliques pour l'étude ufologique, hein, pour l'étude du géovni, c'est comme se priver du télescope quand on veut faire de l'astronomie. Ah, mince, alors il va falloir que je m'y mette. Alors, Ah, mais ça viendra, peut-être qu'un jour, il faut faire l'expérience, hein, il faut goûter à tout pour savoir si c'est bon ou pas, si je puis dire. Je ne fais pas d'apologie, mais en tout cas, moi je dirais plus généralement, comme tu le disais toi, les états modifiés de conscience sont pour moi une des voies de recherche pour la question du contact extraterrestre. Ça c'est clair. Ça c'est clair de clair. Bien sûr, bien sûr. Donc, a priori, moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien expérimenter. Je te parlais de Dolores Cannon et je crois que tu me disais que tu as vu un peu les techniques qu'elle employait. Peut-être même tu as été formé aussi sur ces techniques-là à présent. Oui, son protocole est intéressant. Du coup, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ce que je voulais te dire tout à l'heure quand tu parlais justement de Dolores Cannon et puis des experienceurs qui gardent le contact, pour moi ça c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, il y a beaucoup de thèmes sur cette question des abductions, mais on parle des RR1, RR2, RR3, RR4, donc RR4 les abductions, RR5 maintenant qui est appeler un contact, hein, ouvrir un processus de contact, être actif dans le contact en fait. Les abductés, généralement, vont passer eux-mêmes par cette RR5 au bout d'un certain moment parce qu'ils sont en relation constante en fait avec ces êtres-là. Mais bon, là, il y a tout un processus expérientiel qui vont vivre jusqu'à s'apercevoir que le contact existe dans les deux sens. C'est pour ça que moi j'aime parler d'intrication psychique, en fait, parce que c'est un contact qui se passe dans les deux sens et qui est indépendant de la distance, en fait. Hein. Et du coup, c'est vrai que les états modifiés de conscience peuvent faciliter ces contacts ou l'explicitation de ce contact, mais en général, les abductés eux-mêmes ont une espèce de contact intuitif direct hein, avec ces êtres-là. Ouais. Ils peuvent poser des questions. Il y en a qui peuvent faire venir vraiment des apparitions ovnis. Il y en a qui, enfin bon, il y a tout un tas de possibilités. De possibilités. Mais de toute façon, on l'a dit tout à l'heure. Enfin, toi, tu parlais du fait que les abductés quelque part développent, un certain nombre développent une plus grande sensibilité à des questions qui sont assez clés dans notre société et qui sont liées justement à tout ce que nous faisons pour nuire ou au contraire pour soutenir l'évolution de la vie en général sur la planète. Moi, je me pose la question, est-ce que, à part de nous amener à juger notre propre, je dirais, notre propre situation, est-ce que les abductions, est-ce que la rencontre avec les autres, puisqu'on peut parler de rencontre avec les autres ici, justement, peut nous amener à
à autre chose dans notre futur, je vois par exemple qu'il y a beaucoup d'abductés qui sont devenus par la suite des guérisseurs, qui sont devenus des médiums, qui sont devenus. Oui. Est-ce que bon, ça fait partie quelque part des stats. Hein, quand on fait les statistiques des gens qui ont été abductés, quand on regarde l'évolution de leur vie, certains ont déménagé, ils habitent plus en ville, ils habitent maintenant dans des endroits très naturels, éloignés de tout. Visiblement, ça amène des changements dans la vie. Est-ce qu'on peut parler encore d'autre chose encore? Parce que est-ce que ces autres-là, entre guillemets, ils parlent de notre avenir collectif en d'autres termes que pollution? Je ne sais pas, d'une rencontre future, d'une reconnaissance future, de quelque chose de constructif ensemble, ou pas du tout, ils nous regardent comme on regarde d'un piédestal voilà, d'autres personnes qui sont dans une position inférieure, on va dire. Bon, moi je dirais qu'il n'y a pas d'homogénéité d'abord dans ce que disent les abductés. Il y a plus une homogénéité dans le tableau clinique. Ça veut dire ce que tu décris, l'évolution psycho-spirituelle des personnes dans leur itinéraire de vie, hein, où au départ la dimension traumatique, mais ils vont réussir à comme on dit, la perlaborer, enfin la transformer, la transcender en fait, et développer des niveaux de conscience plus larges. Euh, J'ai perdu ta question, Michel, en cours de route. Oui, enfin, je demandais simplement si ça vaut le coup d'être abducté. Est-ce que ça change notre vie autrement que à nous rendre coupables de toute la destruction que fait l'humanité individuellement? Donc, Ah, oui. est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il parle d'un projet commun? Est-ce que voilà, ça ouvre, est-ce que il y a les clés du futur? Est-ce que les choses incroyables qu'ils font, traverser les murs, on voit bien dans les abductions, des fois les gens ils traversent les murs, ils ressortent avec l'abducté, on habite au 15e étage, la personne s'envole dans les airs avec vers l'OVNI en même temps. Il y a des témoins là-dessus, donc il y a des choses qui pour nous sont un peu miraculeuses, entre guillemets, hein, on les voit que dans les films de science-fiction. Est-ce que les gens qui ont été abductés parlent dans leur relation avec ces autres de la possibilité que dans le futur, ben voilà, on va devenir comme eux, on va se rapprocher d'eux, on va peut-être être amis ou pas du tout. Oui, oui, il y a différents scénarios. C'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas d'homogénéité, parce qu'il peut y avoir différents scénarios. Oui. Moi, je dirais que euh, bon, moi j'ai rencontré plus d'expérienceurs qui se posent des questions, qui sont ouverts et en réflexion, en recherche, etc., que d'expérienceurs qui auraient une idée toute faite, fermée, avec des réponses, hein. Ils ont plus de questions et un cheminement qu'une réponse. Et moi, je dirais que ce tableau-là est déjà une première réponse à ta question. Ça veut dire de quelle humanité il nous parle? D'une humanité en chemin, ouverte, qui est en expansion de conscience, avec effectivement l'éveil de capacité, ça c'est sûr. Moi, je dirais aussi que le sujet OVNI, mais là c'est moi qui le dis quand je regarde, il nous parle quand même de transcender la coupure entre conscience et technologie. Parce qu'on a quand même des manifestations qui nous montrent que technologie et conscience ne sont pas séparées. Hein, qu'on a un saut de conscience à faire aussi. Pas seulement une avancée technologique, mais qu'il y a une relation avec la conscience qui est première. Ça veut dire que l'évolution spirituelle, elle va de pair avec l'évolution technologique. Pas seulement parce que philosophiquement c'est mieux, mais parce que sans doute c'est le chemin de l'évolution d'être comme ça. Et que là, on est dans une période de grand déséquilibre, en fait, où on a fait un bond dans nos technologies, en fait, et dans nos technologies et notre façon de penser la technologie, hein, nos théories de la physique, elles arrivent aussi à un endroit, il y a la relativité, il y a la physique quantique, etc. Bon, et ben peut-être que le saut suivant, c'est des théories psychophysiques. Ça veut dire que là, on va aller dans une psychophysique, hein, où psychologie, physique vont peut-être plus On parle se relier. de théorie, par exemple, de la physique de l'information, où la notion de conscience est injectée à la définition, enfin, aux éléments constitutifs de la matière, et effectivement, ça fait bondir tout le monde. Tout à fait, mais moi je crois vraiment qu'on va aller plus loin parce que pour le moment on injecte la conscience, mais avec des définitions assez larges, assez floues de la conscience. On l'intègre simplement dans les modèles et que la psychologie, comme d'autres sciences humaines, en fait, ont leur place dans l'étude de ce que c'est que la conscience, ses manifestations, ses strates, etc., ses états, etc. Et que là, il y a la possibilité de nouvelles sciences qui peuvent émerger.
où spiritualité et science, hein, d'ailleurs, ne sont plus clivées. Parce que là, dans notre évolution, on a beaucoup séparé. On a fait un bond dans la matière et l'évolution, la compréhension de cette matière, mais en mettant la conscience de côté. Et les ovnis arrivent là comme une énigme qui nous pointe qu'on ne peut pas, enfin on peut hein, continuer à séparer les deux, hein, c'est clair, mais en tout cas, eux, ils font pas ce clivage-là. Ils ne font pas ce qu'ils veulent. Ils ne font pas cette séparation-là. Ah, d'accord. Ils ne font pas ce clivage. Oui, pardon. Je ne comprenais Ouais. pas. Oui, d'accord. D'accord. Ben, en tout cas, Nicolas, je te remercie beaucoup pour cette approche très intéressante. Donc, je rappelle que Nicolas donc, est psychologue. Il est aussi psychothérapeute. Il utilise différentes techniques, dont l'hypnose ericksonienne pour, pour les thérapies. Et il a affaire parfois, ou peut-être souvent, parce qu'il est un peu connu quand même dans ce domaine-là, à des personnes qui sont l'objet de manifestations étranges, pas forcément seulement des abductions, ça peut être autre chose, j'imagine, n'est-ce pas, Nicolas? Oui, oui, complètement. Moi, Oui, tout à fait, je d'accord. Et Chess, tu me permets juste de oui, pointer que il y a quelques années, j'ai créé avec Myriam Belmire le Céro France, qui est une association qui accueille les abductés. oui. J'ai quitté moi le Céro France l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne me rappelle plus, juste pour des raisons j'étais comment on dit surbooké. Submergé, ouais, surbooké, ouais, j'imagine. Je pouvais plus être partout. Voilà, mais le Cerveau continue son travail et très très bien et avec tout mon soutien et mon amitié. Donc voilà, des expérienceurs Ouais. qui voudraient vraiment voilà, être accompagnés. Bon, vous pouvez me Oh, contacter le Cerveau France je de sais pas manière si tu privée. es encore surbooké, faut peut-être pas dire que tu es sur Blois, si? Je suis sur Blois, près de Blois dans le 41, et je reste sur Bouquet. Et je vis en plus entre la France et le Mexique. Alors, donc, du coup, ça me demande des aménagements dans les suivis. D'accord. Bon, eh bien, écoute, vraiment, Nicolas, merci beaucoup pour tout. J'espère que peut-être qu'on va se revoir sur d'autres émissions, un peu là-dessus, je sais pas, enfin, si tu veux. Et Michel. puis, et puis, on a peut-être aussi un voyage au Pérou prévu ensemble. On va voir. Qui sait, l'avenir nous le Ah, dira. oui, 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 tout à fait, j'espère. D'accord. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que nous avons pu vous montrer quelque chose à travers cet échange avec Nicolas. J'espère que nous avons pu vous montrer que voilà, vous avez des professionnels dans le domaine psy qui travaillent sur le sujet des abductions et qui prennent ça tout à fait au sérieux. Donc, si c'est votre cas, ne désespérez pas. Vous pouvez en rencontrer. Ne venez pas dans le 41 voir Nicolas. Ou alors vraiment, faut que ça soit sérieux. Parce que c'est loin, si vous êtes de Bretagne ou de Corse, vous pouvez toujours lui demander un numéro d'un confrère, peut-être qu'il pourra vous répondre. En tout cas, nous vous souhaitons, Nicolas et moi, le meilleur. Et puis, rendez-vous pour une prochaine fois. Merci beaucoup et puis à bientôt tout le monde.